Alors, donc, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet politique. C'est très important. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Devant la Vie. Abonnez-vous, mes frères. Abonnez-vous. Ça fait rien. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Zouzouawo. Ça, c'est un direct au Zouzouawo. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Il s'agit de la vie des Ivoiriens. Abonnez-vous, 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 hein, quittez ici. Abonnez-vous, hein, traitez le dossier des militaires. Et puis, en quitter ici. Il ne faut pas endormir là. Donc, abonnez-vous. Madi Wora. Madi Wora. Big up à vous, Maître Madi. Voilà, donc big up à vous, Maître Madi. Alors, nous allons rentrer dans le but du sujet immédiatement, sans perdre le temps. C'est très important. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler Devant la Vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler des prisonniers militaires. C'est très important parce que à cause des prisonniers militaires, il n'y a pas encore une véritable réconciliation. Alors, son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, qui est un leader de l'opposition, demande ceci au nom de la réconciliation, que le gouvernement fasse quelque chose pour libérer les prisonniers militaires, car il était leur supérieur. Et donc, comme lui, il vient d'être gracié, il vient d'être acquitté par la CPI disant que Laurent Gbagbo n'a jamais commis de crime, et que aucun sang ne lui a jamais fleuré les mains. Donc Laurent Gbagbo, il constate que les militaires qui étaient à ses ordres, sous ses ordres, sont emprisonnés en Côte d'Ivoire. On leur reproche des faits, sachant bel et bien que c'est à cause de ces mêmes faits-là, Laurent Gbagbo a été envoyé devant les tribunaux internationaux. Sinon que le tribunal international, il a été jugé acquitté. Donc, en ce titre, Laurent Gbagbo demande paisiblement au gouvernement ivoirien de les libérer au nom de la paix. Le gouvernement ivoirien, à son tour, refuse de les libérer et fait des reproches à Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo est en conflit avec lui-même et que bientôt Laurent Gbagbo devrait être poursuivi, mais avant ça, que Laurent Gbagbo avoue ses propres crimes. Que pensez-vous de cela? Alors, les antennes sont ouvertes. J'ai mis 2 numéros sur le titre de ce direct. Vous pouvez appeler pour intervenir pour ceux qui ne sont pas d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, quels sont vos différents points de vue? Maintenant, ceux qui sont d'accord, quels sont vos arguments? Voilà, donc nous vous écoutons, nous vous attendons. On attend des arguments. Excusez-moi, attendez-moi. Donc on vous attend, on vous écoute. Ne regardez pas, n'écrivez pas uniquement, mais c'est le moment de vous déchaîner, c'est le moment d'intervenir. Parce que quand on dit garçon chez nous, c'est quelqu'un qui a le courage d'appeler et de dire non, je ne suis pas d'accord et tu n'es pas d'accord. Pourquoi? Tu dois, on ne te connaît pas, je ne dis pas le nom de qui que ce soit en direct. Voilà, tu appelles, ça reste entre nous deux. Je ne peux pas divulguer ton numéro, je ne peux pas divulguer ton nom. Vous avez vu la vidéo précédente, les 2 dames qui ont appelé, je ne leur ai pas demandé leur nom, je n'ai pas affiché leur numéro publiquement. Donc il faudrait que ça soit clair. Tout reste en privé. Voilà, donc n'ayez pas peur, appelez-moi uniquement pour dire ce que vous pensez de ça. Parce qu'il s'agit de la stabilité de notre nation. Donc il ne s'agit pas d'écrire sur Facebook ou bien sur Google ou bien sur YouTube. Mais il s'agit d'intervenir pour montrer vos différents points de vue. Cela peut améliorer la prise de décision de nos hommes politiques sur le terrain. Voilà, donc que proposez-vous?
chers parents, chers amis, chers frères, vous proposez quoi suite à ça, à cette confrontation entre l'opposition et le pouvoir en place? Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il est bon que le gouvernement ivoirien libère les prisonniers militaires ou est-ce c'est une mauvaise décision de les libérer? Que pensez-vous de cela? Si on doit les libérer, pourquoi on doit les libérer? Si on ne doit pas les libérer, pourquoi on ne doit pas les libérer? Alors je vous écoute, cher parent. Je vous écoute. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas, si personne ne peut appeler, il n'y a pas de souci, on va interrompre le direct. Voilà, aujourd'hui est dimanche, c'est très important, c'est le week-end. Donc, intervenez vite, il ne se fait pas encore trop tard. Vous pouvez intervenir et après, si vous voulez vous reposer dans un lit doué et moelleux, c'est tout à fait. Donc, libérez-vous, libérez ce qui est dans vos cœurs. Je sais qu'il y a d'autres, ça leur fait mal au cœur. Mais ils ont du mal à se libérer. Pourquoi ne pas se libérer? Sachant bel et bien que l'antenne est libre, c'est le moment. Déchaînez-vous. Déchaînez-vous, mes frères et sœurs. Donc, il y a deux numéros sur le titre. Pour ceux qui ne savent pas, il y a deux numéros sur le titre de la vidéo. Ressortez, regardez le titre de la vidéo, vous allez voir les deux numéros. Enregistrez ces numéros sur votre téléphone portable. Vous allez voir le WhatsApp. Et à travers ce WhatsApp, vous pouvez rentrer directement en contact avec moi pour dire Djedje, j'aimerais intervenir. Je dis à Tia, la plateforme est à toi ou bien est à vous. Intervenez et dites ce que vous pensez. C'est très important. Ok, donc il a été acquitté. Merci pour la précision. Il a été acquitté, ce qui veut dire qu'il n'a jamais commis quoi que ce soit. Il n'a jamais été impliqué dans un crime quelconque en Côte d'Ivoire. Donc l'acquittement, ça veut dire qu'on ne lui reproche rien, absolument rien. Donc, en ce titre, Laurent Gbagbo demande au gouvernement de libérer les prisonniers militaires qu'il appelle lui-même prisonniers politiques. Que pensez-vous de cela? Est-ce au nom de la paix? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir Didi. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Ah, je vais bien par la grâce de Dieu et chez vous. Ok. C'était pour donner mon point de vue. Nous vous écoutons, madame. Ok. Ben, ce que je voulais demander au président Alassane Ouattara, Oui. que dans la vie, il faut savoir partir. Oui. Si tu ne sais pas ce que tu veux, Oui. il faut savoir où tu vas. Exactement. Une partie des Ivoiriens lui ont fait confiance. Oui. Et ils lui ont donné la Côte d'Ivoire. Oui. Il a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Ok. C'est pas parce que il est le plus fort. Oui. Mais quand Dieu t'aide dans ton combat là, Oui. il faut réfléchir un tout petit peu. Exactement. Il a la force aujourd'hui. Les Ivoiriens ont leur intelligence. Oui. Ils n'ont pas l'argent. Il a l'armée aujourd'hui avec lui. Oui. Mais qu'ils se disent que les gens qui sont en prison là, Oui. ils ont une famille. Oui. Ils ont une vie. Il les a privés de 10 ans de vie. On est en train de partir dans la 15e année. Oui. C'est pas bien. Ok. Même si tu as le fait à la place de ton cœur là, il faut penser un tout petit peu. Lui-même, il a liberté, là, il voit ce que c'est. Si Mais, lui, il était à la place des gens... excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Mais le président Alassane Ouattara reproche à ces gens d'être des criminels parce que pour lui, il dit que ce sont des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. Donc, leur punition, c'est la prison. Que dites-vous de ces accusations envers ces militaires? Mais ils n'ont fait que faire leur devoir. Oui. Ils étaient des militaires, pas les militaires rebelles. Les rebelles sont en liberté. Pourquoi eux, ils sont en prison? C'est pas normal. Ok. Il n'a qu'à savoir faire la part des choses. Il n'a qu'à être juste. Oui. C'est des êtres humains. C'est enfants des gens. Oui. C'est des gens qui ont servi la nation. Oui. Les 10 ans de prison, là, qu'est-ce que lui a fait pendant ces 10 ans plus forts?
accusés. Question. Quel crime ils ont fait? Ils n'ont fait que défendre. Si le président Gbagbo est dehors, c'est qu'eux, ils doivent être dehors. Donc, pour vous... Si les rebelles sont dehors, oui. Donc, pour vous, le président Laurent Gbagbo est dehors, les rebelles sont dehors, donc ceux-là aussi doivent être dehors, c'est ça? Ils doivent être dehors. Pour la paix, ils doivent être dehors. Et moi, je vais interpeller les gens du Nord. Oui. Ce que Ouattara est en train de faire là, les casser là, c'est hein? Tu ne peux pas mettre enfant de quelqu'un en prison sous prétexte que ça, et puis les autres qui sont dehors là. Oui. Demain là, tomber là, c'est pour eux, hein? Ils n'ont qu'à parler à Ouattara. Si Ouattara ne peut pas écouter quelqu'un, les imams, j'ai plusieurs fois écrit aux imams et je leur ai demandé d'intervenir auprès de Ouattara. Mais si eux, ils soutiennent Alassane Ouattara, parce qu'apparemment, il paraît que la majeure partie des militants du RADP soutiennent ensemble le camp présidentiel. Donc, qu'est-ce que vous dites de cela? Peut-être ils trouvent bel et bien de voir ces militaires être en prison. Pour eux, c'est tout à fait logique. Peut-être ils ont souffert lorsque ces militaires étaient libres. Donc, peut-être c'est ce qui les pousse à demander au président Alassane Ouattara de les maintenir en prison. Et quelle solution vous apportez? Au cas où le président Alassane Ouattara refuserait de les libérer, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour leur sortir de la prison? Ce que je refuse, si les musulmans sont déjà convaincus de Ouattara et ils ne disent rien, oui. Ils acceptent toutes les réactions de Ouattara, oui. Moi je souhaiterais que les chrétiens maintenant, puisque la Côte d'Ivoire c'est un pays laïque, oui. Ils se concertent et ils aillent parler avec leurs frères musulmans, oui. Discuter avec eux, parce que les religieux se sont mis ensemble, ça veut dire chrétiens, célestes, protestants, ils peuvent aller discuter ensemble. Oui. Ou bien eux tous sont corrompus. Ou bien eux tous sont achetés par Ouattara. Question. C'est pas normal. Oui. Hein? Nous sommes dans un pays, on a besoin de paix. Oui. Mais voilà la paix là. La paix là, c'est pas un mot, c'est un comportement. Oui. Tu ne peux pas dire quelque chose et puis faire le contraire. Exactement. Donc je propose que les religieux chrétiens, si les musulmans ne réagissent pas, oui. Les chrétiens eux peuvent réagir aussi. Si les musulmans aussi, les chrétiens... En quoi faisant? Les chrétiens réagissent, en quoi faisant? La population. En quoi faisant, madame? En partant vers leurs frères musulmans. Pourquoi? Aller poser le problème. Oui. Et ensemble, ils vont aller parler à Ouattara. Ouattara n'est pas Dieu, il est qui pour ne pas qu'on lui parle? Ok. Hein? On a accepté beaucoup de choses de lui. Quand lui il a besoin des gens, il vient vers les gens. Si nous avons besoin de lui, si les chrétiens ont besoin, ou les musulmans, les religions ont besoin de lui, ils doivent être en mesure de partir vers lui. S'il refuse, qu'il fasse des conférences de presse, qu'il fasse des meetings, comme Agib Touré fait. Ok. Agib Touré là, il n'a pas de parti. Oui. Il est là, il affronte la population, il affronte le pouvoir en place. Ils peuvent rejoindre la DIP. Ce n'est pas tous les musulmans qui font comme les musulmans de Ouattara. Il y a juste Touré qui refuse. Ok. Donc s'ils refusent là, les autres chrétiens peuvent s'associer avec la DIP, ensemble, main dans la main, parce que notre devise nous interpelle. L'union, discipline et travail. Si nous ne sommes pas unis, oui. Dieu ne nous attendra jamais. Dieu ne va jamais répondre. Et maintenant, il y a un langage que aussi les autres chrétiens ont l'habitude de dire, oui. Qui fatigue aussi, qui permet que les autres aussi ne se mêlent pas. Le fait de traiter les gens du Nord d'étrangers. On peut traiter Ouattara d'étrangers, mais vous ne pouvez pas traiter tous les autres Ivoiriens d'étrangers. Ça fait qu'eux aussi, ils se replient, ils ne se manifestent pas. J'allais faire un combat et puis à la suite, on va me traiter d'étrangers. Ça veut dire quoi? Question. Hein? On dit qu'ils sont étrangers dans leur propre pays. On leur demande, maintenant ils ont décidé d'aller au nord pour aller se battre, pour développer le nord, on se plaint encore. Donc il y a ce combat-là aussi, il y a tellement de... Le combat est multiple. Oui. Et les solutions aussi sont là. Mais qui va prendre le risque, qui va prendre le courage de faire tout ça? Ok. C'est ça. Il y a des propos aussi qui découragent. Moi, je crois bien qu'il faut libérer les prisonniers. Ouattara n'a qu'à se faire confiance. Et il n'a qu'à faire confiance, comme il dit, à sa justice. Et puis libérer ces gens-là. Ils sont assez payés. Ok. Quel est le mal qui ne finit pas? Dieu même, on se fâche contre lui, on pose des actes qui ne sont pas normaux, mais il nous pardonne. Et ça ne l'empêche pas de nous donner ce que nous voulons. Donc lui, en tant que président, il n'a qu'à comprendre aussi que ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Ils ont trop payé, ça suffit, il faut arrêter.
Ok. Hein? D'autres ont perdu leurs femmes, d'autres ont perdu leurs parents. Ils n'ont pas pu assister aux funérailles. Tous ces gens, ils ont tout perdu. Maintenant, tu es là encore, tu les gardes. Tu les gardes. Le dernier mot revient à Dieu. Ok. Je ne mets pas que le compte des religieux. Ok, merci beaucoup pour votre très brillante intervention, madame. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne soirée depuis votre position. Parce que je sais qu'il ne se fait pas encore tard là-bas. Donc, peut-être un très bon après-midi à vous. Merci, les 15 heures chez nous. Ok, merci. donc bon après-midi à vous. Bye bye. Merci Ciao. bien. Alors, donc, d'après la dame qui a intervenu, elle dit, nous les humains, nous commettons toujours des erreurs envers Dieu. Souvent, nous posons des actes graves que Dieu il n'aime pas. Mais après avoir fini de poser ces actes, on s'en va fléchir genoux et on s'en va fléchir genoux pour demander pardon à Dieu. En retour, Dieu accepte nos pardons et il nous donne ce qu'on veut. C'est-à-dire, chaque individu, chaque être humain, il veut quelque chose de la part de Dieu. Après avoir commis des erreurs, après avoir fini de commettre des... comment on appelle ça, après avoir fini de poser des actes néfastes vis-à-vis de Dieu, des péchés, chaque être humain vient demander pardon à Dieu et Dieu accepte. Pourquoi entre nous les humains, on ne veut pas se pardonner entre nous? Question. Est-ce que, donc je comprends le langage de la dame, si Dieu ne voulait pas pardonner à chacun de nous, est-ce qu'on allait être là où on est? Est-ce que Dieu allait nous donner ce qu'on lui demandait? Mais pourquoi entre nous les humains, on refuse de se pardonner entre nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est dans la tête de chaque être humain pour refuser le pardon de son semblable? Question. Alors, nous vous écoutons. Si vous voulez intervenir, intervenez. Dans le cas contraire, on va couper le direct. Dans le cas contraire, on va couper le direct. Donc, voilà, il s'agit de l'intérêt de tous les Ivoiriens. Il s'agit de la stabilité de tous les Ivoiriens. Au cas où le gouvernement refuserait de les libérer, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que le fait de descendre dans la rue ou dans les rues est une bonne option? Question. Est-ce que les manifestations sont une bonne option ou une mauvaise option? Est-ce que cela va provoquer mort d'homme? Si on sait que manifester peut provoquer mort d'homme, alors pourquoi ne pas éviter ces morts d'homme gratuitement en libérant ces gens-là? Voici les questions qu'on se pose. Si on sait que manifester, parce que quand quelqu'un il demande quelque chose au gouvernement, parce que ce n'est pas une minorité, c'est au moins une grande partie du peuple ivoirien qui demande, qui réclame la libération de ces militaires au gouvernement. Et le gouvernement, il est le président de tous les Ivoiriens. Il y a d'autres Ivoiriens qui ont demandé à ce qu'on les condamne. Ils ont exécuté leurs ordres en les condamnant. Mais ils les ont condamnés aujourd'hui, ça fait 10 ans. Ils ont accepté la condamnation que les autres avaient demandé. Donc, leurs vœux là, ont été faits. Leurs vœux ont été exécutés en les condamnant 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. Maintenant, les autres Ivoiriens, il faudrait que aussi le gouvernement aussi accepte les vœux des autres Ivoiriens qui réclament aussi leur liberté. Parce que quand tu gères un pays, il faut ajuster la balance. C'est-à-dire, il faut être dans le juste milieu. Quand ceux-là demandent, tu leur donnes un peu. Les autres aussi demandent, tu leur donnes un peu. En ce moment-là, on va dire, ah, tu es un président qui s'occupe de tous ses concitoyens et que tu n'es pas penché pour une partie du peuple et qui déteste l'autre partie du peuple. Donc, une partie du peuple a demandé leur condamnation. Ça a été accepté. Ils ont été condamnés pendant 10 ans. Maintenant, l'autre partie du peuple dit, bon, ça suffit, les autres, leurs vœux ont été faits. Maintenant,
Nous aussi, on vous demande, monsieur le président, de les libérer maintenant parce qu'ils ont assez payé. Maintenant, si le président il ne veut pas accepter le vœu ou bien les vœux des autres, et qu'il veut toujours rester du côté des autres, ça veut dire que c'est un président qui n'est pas là pour tous les Ivoiriens, mais qui est là pour une partie du peuple. En ce moment-là, l'autre partie du peuple peut se fâcher pour descendre dans les rues pour dire ah, le président ne veut pas nous écouter. Le président s'en fout de nous. Lorsqu'on demande quelque chose au président, il ne nous écoute pas, mais quand les autres demandent, lui, il satisfait les autres. Et ça peut créer un désordre. Mais si on sait que le désordre peut encore engendrer mort d'homme, pourquoi ne pas éviter les morts d'homme et faire uniquement ce qu'on demande? Dans ça, il n'y a pas de... Alassane Ouattara ne peut pas dire que son gouvernement est faible. C'est un gouvernement qui est fort. Maintenant, ces militaires qui ont fait 10 ans qu'ils sont affaiblis, eux-mêmes, s'ils sortent là, ils vont aller se chercher pour se soigner parce qu'ils sont malades. Ils vont plutôt aller se faire soigner. Ils ne vont pas venir dans le but de faire guerre, non. Donc, c'est des gens, s'ils sortent là, c'est pour aller chercher un médicament, peut-être à l'hôpital, ou bien aller écraser des plantes pour se purger et essayer d'avoir une bonne forme. Donc, le gouvernement ivoirien ne peut pas dire qu'il est inquiet de ces militaires qui sont en prison. Non, ce n'est pas ces militaires qui peuvent effrayer le gouvernement ivoirien. Parce que le fait de refuser de la libérer, c'est que le gouvernement ivoirien ne se fait pas confiance. Et qu'il ne fait pas confiance à ses propres militaires qui sont là, les militaires qui ont été formés par le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien n'a pas confiance en leur capacité de frappe ou de résistance. Mais si tu n'as pas confiance à tes propres militaires, ou bien la formation que tu as donnée à tes éléments qui suivaient ton gouvernement, c'est pour ça que tu peux avoir, à cause de ça, tu peux avoir peur de quelques individus. Mais si tu as confiance en eux, tu les libères et puis tu sais qu'il n'y a rien en face. C'est maïs. Mais ces gens-là, je garantis au gouvernement que ce n'est pas des gens qui vont sortir pour aller faire guerre, non. Eux là, ils sont fatigués, peut-être ils sont même gravement malades. Quand ils sortiront, c'est pour aller se faire soigner, c'est pour chercher la route de leur famille, pour voir comment leurs familles vont. Peut-être d'autres, leurs femmes les ont quittés, ils vont aller courir derrière leurs femmes pour dire, s'il te plaît, je n'étais pas là, chou. Voilà, j'étais en prison, maintenant je suis de retour, s'il te plaît, rejoins-moi. Ils vont aller demander pardon à leurs femmes, ils vont courir derrière leurs femmes. Au lieu d'aller prendre des armes, non, ils ne vont pas prendre des armes, donc on libère-les. C'est le plus important. Maintenant, s'il n'y a plus de libération et que le gouvernement refuse, en ce moment, ça peut déboucher sur autre chose, le chaos. Alors, nous demandons au gouvernement d'écouter l'opposition. D'écouter l'opposition parce que ce n'est pas comme ça la politique se fait. Quand la rébellion était née, la rébellion là, quand ça a eu lieu là, le gouvernement de Gbagbo a négocié. Gbagbo pouvait dire, bon, moi je ne négocie pas. Parce que le pays était déjà divisé en deux. Le sud et l'autre côté étaient contrôlés par le gouvernement. Gbagbo pouvait dire, bon, je ne négocie pas et puis je vais sanctionner les rebelles. Donc les salaires des fonctionnaires qui sont de l'autre côté, je ne paye pas. Il pouvait même décider de couper le courant de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Oui, c'était possible parce qu'il pouvait stopper le courant qui partait là-bas, qui alimentait Korogo et tout ça. Il pouvait stopper ce courant-là pour dire, bon, comme ils veulent faire rébellion, ils ne vont plus avoir de l'électricité, ils ne vont plus avoir... Mais ça, s'ils faisaient ça, les rebelles allaient se retourner contre leur propre patron. Est-ce que vous savez? C'est-à-dire, pour pousser les gens à se rebeller contre leur propre leader, là, tu prends des sanctions draconiennes envers ces gens-là. Eux-mêmes, ils allaient se retourner contre Alassane, ou bien contre Soro, ou bien contre les IB. C'est clair. Imaginons un instant la rébellion qui avait fait, si Laurent Gbagbo refusait toutes sortes de négociations et qu'il voulait faire du mal à ceux qui avaient pris les armes, mais ça allait atteindre des civils qui n'avaient rien à voir là-dedans, parce qu'il y a d'autres qui étaient des civils qui étaient dans ces zones qui n'avaient rien à voir là-dedans. Mais s'ils voulaient pousser les civils à se révolter contre les rebelles, ils pouvaient couper l'eau. Ils coupaient l'eau parce que c'est pas là-bas, l'eau là ça quitte de l'autre côté pour aller là-bas. Ils pouvaient couper l'eau, ils coupent le courant et puis ils coupent les salaires. Ils disent, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne donne plus salaire aux gens. L'eau là, je coupe, je n'envoie plus courant là-bas. Les gens allaient mourir de faim.
À un moment donné, ils allaient se révolter. Ils vont dire, mais c'est à cause de votre rébellion, là, on ne nous donne plus d'argent. Quittez ici, on veut se réconcilier les autres, on ne veut plus votre rébellion. Et leur rébellion allait se casser. Ça, c'était une possibilité. Mais Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Parce qu'il est humain. Il a décidé de négocier avec eux pour sauver des vies humaines. C'est au nom de ces vies humaines-là qu'il a négocié avec eux. Sinon, il y avait plusieurs leviers. Ce n'est pas seulement le levier militaire pour asphyxier un pays là. Il suffit de prendre des vraies sanctions contre ce pays et puis c'est fini. Le pays s'effondre lui-même. Demandez aux Américains comment ils font. S'ils savent que militairement, ils ne peuvent pas intervenir dans un pays, ce sont les sanctions qui s'abattent sur le pays dans le seul but de voir le peuple qui subit ces sanctions se révolter contre son gouvernement et faire chuter le gouvernement. Et là, ils atteignent leurs objectifs. Donc, si Laurent Gbagbo voulait mettre la pression sur les militaires, sur les rebelles, il pouvait utiliser ces différents leviers, couper l'eau, couper le courant, couper les salaires. Et puis, c'était fini. Il fermait la frontière, il dit, bon, au nord là-bas, rien. Personne ne peut quitter au sud pour aller au nord. Tous ceux qui veulent voyager au nord là-bas, soit passer par la Guinée, ou bien passer par le Mali. Rien, aucune marchandise ne va quitter encore dans les ports d'Abidjan pour aller au nord là-bas. Donc, ils coupent économiquement parlant, ils allaient les affaiblir. Et à un moment donné, le Mali aussi qui a besoin du port de la Côte d'Ivoire. Mais le Mali, à un moment donné, il allait avoir mal. C'est-à-dire le gouvernement malien allait dire, mais c'est à cause de vous là, on ne peut plus transporter nos marchandises. Et puis, ça allait affaiblir le Mali économiquement parlant. Parce que les Maliens ne pouvaient plus vendre leurs marchandises ici. Le Burkina ne pouvait plus vendre ses marchandises ici. Donc, non seulement économiquement parlant, ça allait les affaiblir, mais les gens qui avaient pris les armes au nord là-bas, ils allaient subir les conséquences de ces sanctions que le gouvernement central d'Abidjan allait prendre contre eux. Donc, vous comprenez. Et si Laurent Gbagbo prenait, il appliquait ces trucs, je vous le garantis que les nordistes eux-mêmes, qui n'avaient pas pris les armes, allaient se retourner contre les Soro-Diom et les IB. Pour dire, c'est à cause de vous, là, on ne mange plus. C'est à cause de vous, on ne peut plus aller à Abidjan. Il fermait toutes les frontières. S'il y a voie qui part au nord, il ferme. Donc, s'il y a un nordiste qui a sa famille au sud, là, il ne peut pas voir un membre de sa famille. Et puis, le système bancaire, il bloquait tout. Il dit que si tu es à Abidjan, tu n'as pas le droit d'envoyer l'argent au nord. Est-ce que vous comprenez même? Donc, c'est-à-dire, les gens du nord qui avaient leur famille au sud, là, voyant même leur famille souffrir de faim, ils ne pouvaient pas envoyer de l'argent à leur famille. Et quand c'est comme ça, eux-mêmes, ils allaient s'énerver. Ils allaient même appeler leur famille pour dire, écoutez, révoltez-vous, chassez les rebelles là. Si vous voulez bénéficier de l'aide de l'État, du gouvernement central. Et ça, ils allaient subir les conséquences. C'est parce que Gbagbo n'avait pas pris cette décision. Mais sinon, c'est clair, pour les désarmer là, c'était rapide. C'était facile. Pour les désarmer, c'était trop facile. Pour les désarmer, c'était facile. Eux-mêmes, ils allaient courir pour s'allier, pour se rallier même. Ils allaient dire, ah, mais Gbagbo, il n'a pas fait ça. Parce qu'il sait qu'un tel prix allait avoir vraiment des conséquences sur la population qui n'était pas impliquée dans la rébellion. C'est-à-dire les gens du Nord qui étaient de simples trucs civils qui s'attendaient pas à ce qu'une rébellion vienne au pays là-bas, ils allaient subir les conséquences. Donc, vous comprenez. Donc, voici un peu le vrai problème. Donc, voici un peu le vrai problème. Ah, voilà un Diomandé Mori, il insulte. Bon, je sais que des gens qui n'ont pas d'arguments, tout ce qu'ils savent faire, ce sont les injures. Mais nous qui avons les arguments, on ne peut pas passer notre temps à insulter. Donc, mon frère, le jour où tu vas avoir des arguments pour pouvoir m'affronter verbalement, bon, tu pourras venir. Mais les injures, je ne peux pas rentrer là-dedans parce qu'on ne mène pas un débat
à travers les injures. On mène un débat à travers le cerveau. C'est très important. Donc, merci infiniment. Donc, c'était ça. Laurent Gbagbo n'a pas voulu affamer la population du Nord dans le seul but de désarmer les rebelles. Sinon, c'était trop facile. Vous savez que en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse survivre, ce n'est pas un manque de respect envers les nordistes, mais c'est une réalité absolue. Vous savez que la majeure partie des gens du Nord, ils travaillent beaucoup au sud, c'est-à-dire ils sont beaucoup à Abidjan, à l'ouest, l'est, au sud de la Côte d'Ivoire. Ils travaillent beaucoup là-bas et ils aident beaucoup leurs familles qui sont au Nord. Parce qu'au Nord, malheureusement, n'a pas été développé comme il se devait. Et la rébellion a retardé le développement du Nord. Mais imaginons un instant, parce que vers le sud, là, il y avait tout. C'est-à-dire les deux ports, San Pedro, Abidjan, tout ça là. C'était au sud. L'aéroport international, c'était au sud. Donc la pêche se pratique au sud. Parce que c'est au sud, il y a la lagune, il y a la mer. Donc pour avoir les gros poissons, ceux qui sont dans la zone au sud, ils bénéficiaient de tout. Mais imaginons que les rebelles avaient décidé de couper le pays en deux. Et quand ils avaient coupé le pays en deux, eux-mêmes, ils sont conscients qu'au nord, là-bas, il n'y a pas de barrage hydroélectrique. Vous le savez. Même s'il y a un barrage là-bas, ce seul barrage ne peut pas alimenter tout le nord, toutes les villes du nord. Donc, Laurent Gbagbo, il pouvait décider de couper l'électricité au nord. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait décider de couper l'électricité au nord. Donc, non seulement faire plonger tout le nord dans l'obscurité. Et quand c'est comme ça, les entreprises qui sont là-bas ne peuvent pas fonctionner parce qu'il faut de l'électricité pour faire fonctionner les entreprises. Donc, bon, ils allaient vouloir payer des groupes électrogènes. En dehors de ces groupes électrogènes, ils pouvaient décider d'empêcher tout transfert d'argent vers le nord. C'est-à-dire, ils donnent des instructions fermes à toutes les personnes qui travaillent dans les banques, dans les Western Union, dans les trucs comme MoneyGram, de ne pas envoyer de l'argent au nord. Donc, non seulement l'argent n'allait plus quitter au sud, l'est, l'ouest pour aller au nord, puisque les nordistes, ils ont leurs enfants, ils ont leurs fils ici, dans ces trucs, différentes régions qui travaillent pour envoyer l'argent à leurs trucs, leurs parents. Donc, en faisant cela, même si leurs fils avaient de l'argent, ils ne pouvaient pas envoyer ça à leurs parents pour les nourrir. Ça, c'est un. Ils mettaient des barrages, donc empêcher toute circulation des gens du sud vers le nord et empêcher toute circulation des gens du nord vers le sud. Donc non seulement il allait les asphyxier économiquement, et il allait engendrer une famine grandiose dans ces régions-là. Et ensuite, il allait couper l'eau. Il va dire, il n'y a plus de robinet, l'eau ne va plus alimenter là-bas. C'est-à-dire, les robinets d'eau là, ils allaient couper ça. Donc s'ils coupaient, il n'allait plus avoir de l'eau potable. Donc, ils allaient être obligés de créer des puits pour boire. En dehors de ça, ils prenaient encore une autre sanction sévère pour dire à partir d'aujourd'hui, les cadres qui sont au nord là-bas, ils n'ont plus droit à un centime. Donc, s'ils veulent, ils n'ont qu'à travailler cadeau, mais ils n'auront plus leur salaire mensuel. Donc, du coup, tous les gens du cadre, tous les cadres du nord, ils allaient travailler, mais ils n'allaient plus avoir de salaire. Ce qui allait plonger l'éducation du nord dans le truc, dans le chaos, parce qu'il n'allait plus avoir d'instituteurs. Mais tu vas aller enseigner des élèves et puis tu n'as pas, fin du mois tu n'as pas de salaire. Mais tu vas avoir quel courage? Donc les écoles allaient fermer là-bas. Est-ce que les rebelles allaient financer ça? Ils n'allaient pas pouvoir financer. Est-ce que vous comprenez? L'eau potable, les rebelles ils n'étaient pas en mesure d'envoyer de l'eau potable dans ces régions. Mais l'électricité, les rebelles n'étaient pas en mesure d'envoyer l'électricité là-bas. Donc ce qui allait plonger ces régions dans la famine grandiose. À un moment donné, le peuple, c'est-à-dire la population de là-bas, allait se révolter contre les rebelles pour dire, ben, vous nous avez promis la pluie et le beau temps. Pour dire, bon, votre rébellion allait arranger nos vies. Mais on constate que non, nos vies deviennent de pire en pire. C'est-à-dire, on a l'impression que la famine, on nous tue, ça ne va pas.
Non, 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 on ne veut plus de rébellion parce que quand vous n'étiez pas là, on était en parfaite harmonie avec nos frères, on mangeait bien, on nous payait. Mais depuis que vous êtes venus, mais écoutez, on n'a plus de salaire, on n'a plus d'eau, on n'a plus de courant, on fait comment? On peut plus envoyer, les marchandises ne peuvent plus quitter Abidjan pour aller vers là-bas. Ah, les gros camions qui quittent au Mali, qui quittent au Burkina, tout ça là, ça ne peut plus venir vers le sud. Donc, on fait comment? Non, ils allaient se révolter contre eux. Et cela allait faire chuter la rébellion. Et ça, c'était une bonne option. Sans tirer même une petite balle, la rébellion allait s'effondrer elle seule. Ça, c'était une décision capitale. C'était une vraie décision pour anéantir la rébellion. Même ceux pour qui les rebelles se battaient, à un moment donné, ils allaient jeter l'éponge. Ils allaient dire on ne peut pas. Imaginons, depuis 2002, si on mettait un tel système sur pied, ils n'allaient pas tenir jusqu'en 2010. Ils allaient tomber avant même 2010. Ils allaient tomber avant 2010. Et le gouvernement maintenant allait prendre un avion pour faire des trucs, des bouts de papier pour bénéficier d'eau, de courant, avoir vos salaires et tout, pour lancer les bouts de papier là-bas en fait. Depuis les airs, Satan pour avoir tout ça, là, chasser les rebelles. Si vous révoltez contre les rebelles pour les chasser, on va débloquer tous vos salaires qui ont été bloqués pendant des années. Vous allez les voir. Des gens qui aiment l'argent comme ça, ils allaient se révolter. Ils vont dire, Soro, on ne veut plus de toi, fous-nous le cas. On ne veut plus de toi. Ils allaient se révolter là-bas. Ils allaient chasser les rebelles de leurs propres mains. Et ensuite, ils allaient dire, bon, on a chassé les rebelles, on veut maintenant coopérer avec nos frères du Sud. On veut maintenant nos salaires et tout. Et ils allaient avoir ce qu'ils demandaient. Donc, voilà. Ah, donc, Yobo Karine Yao, elle dit c'est vrai parce que les rebelles attendaient les salaires qui viennent du Sud. Donc, vous comprenez, si Babo impliquait ce système, c'est fini. Mais c'est aussi une option qui est sur la table. C'est-à-dire le jour où quelqu'un vient au pouvoir et que des gens prennent encore des armes au nord là-bas, dans le seul but de déstabiliser son gouvernement, appliquer ce que je viens de dire. Eux-mêmes, leur rébellion ne va pas aller loin. C'est le peuple du nord même qui va se révolter contre eux-mêmes. C'est-à-dire vous coupez tout, l'eau, courant, électricité, on ferme tout circuit d'argent. Même la circulation est fermée. Personne ne va là-bas. Si on veut livrer des marchandises, on peut passer au Ghana, Togo. Si ce n'est pas avion pour livrer des marchandises au Mali ou au Burkina, on va prendre avion. Ça passe au-dessus du nord et puis ça va livrer des marchandises au Burkina ou au Mali. Et puis il n'y a plus de gros camions. Si c'est des bêtes, des bœufs ou bien des moutons, on prend des avions cargo, on met ça dedans, on vient encore d'Ivoire et puis c'est fini. Et vous allez voir, eux-mêmes, ils vont jeter les armes, ils vont dire on ne fait plus de guerre. Guerre, guerre. Ils vont dire Amanyo, Madou, Amanyo. Ils vont dire on a fait Soroka, elle est blaguée. Soroka. Ils vont dire mais Ouattara, Alassane Maï, qui est Farida, qui est Bema. Alassane qui est Bema. À nous les blagués. Alassane assassin, Alassane. Il met Babo Kadio, Babo. Donc ça allait les désarmer sans guerre. Et donc, ciao, on est ensemble.